Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Plusieurs barrages seront construits au niveau des rivières Blanche et Grise dans la plaine du Cul-de-Sac dans le but de relancer la production nationale. L'annonce a été faite par le président Jovenel Moïse alors qu'il visitait une usine de transformation de tomates dans la commune de la Croix-des-Bouquets. Le déficit commercial d'Haïti était de 2,6 milliards de dollars en 2016. C'est ce qu'a révélé le directeur du commerce extérieur au ministère du Commerce et de l'Industrie, Marc-Franck Larose. Selon lui, il s'agit d'une légère baisse par rapport à 2015, lorsque le déficit était de 2,7 milliards de dollars. L'arrêté présidentiel visant à imposer une gestion rationnelle au niveau de l'administration publique a été adopté de façon unilatérale par la présidence, déplorent des sénateurs et députés. Le président de la République, Jovenel Moïse, visite ce jeudi 6 avril l'usine de transformation de tomates Chaïza dans la commune de la Croix-des-Bouquets. Monsieur Moïse voulait évaluer l'état de la structure et la capacité de production de l'entreprise, mais aussi encourager la production nationale. Lors de cette visite, le chef de l'État a profité pour annoncer la construction de plusieurs barrages au niveau des rivières Blanche et Grise dans la plaine du Cul-de-Sac en vue de favoriser l'irrigation. Il dit espérer que 100 000 hectares pourront être cultivés à la fin de son mandat. Chaque zone de production que nous finissons mettre en valeur, ça veut dire nous portons de l'eau, nous faisons drainage, nous faisons route agricole, nous mettons moyens logistiques pour que la production sorte dans la ferme pour aller dans l'usine. Moi, je veux les populations haïtiennes compter combien d'hectares ensemble avec. Pour dans 5 ans, pour nous, dans ça, président, pas de bail menti. Caravane changement que je parle a commencé le 1er mai. Nous avons dérapé dans la Tibonite. Nous allons curer 197 km de canaux de drainage. Nous allons curer 87 km de canaux d'irrigation. Nous allons faire réhabilitation 100 km de route agricole en Navalia. L'un saute dans la vallée de la Tibonite, car nous avons un projet pour nous dans le nord-nord-est. Mais le problème qui est dans le Grand Sud là, le département Grand-Est en particulier, nous avons fait caravane monter dans le Grand-Est pour nous travailler sous Grand-Est, sous Sud avec NIP. L'un sorti dans le Grand Sud là, nous avons vu Guéry Bosco nous dans plaine du Cul-de-Sac. L'homme parle de caravane, on peut quand même expliquer nous parlons well. À yeux nous. Parce que on paye pour le marché, son seul gens qu'on a fait le marché, c'est de créer job là-dedans. Pour créer job là-dedans, c'est production pour mettre le pays en production. Priorité nous, c'est agriculture, tout le monde connaît. Mais pas de agriculture sans transformation. Si on campe et on plante des tomates, je suis clair avec nous, capteur de regarder nous. Si vous faites 2 carottes en tomate, vous avez une tomate pour bon ville manger. Mais, l'on a besoin de transformation, vous avez fait 15 000 carottes, 20 000 carottes en tomate, vous faites pas de tomate avec sauce tomate pour consommer en Haïti, et puis vous décidez de faire un système qui est aseptique. Là, ça, vous mettez concentré de tomate là dans le room de 55 gallons, ou bien dans des gros batchs, ou vous voyez vendre dans les pays étrangers. C'est justement pour nous dire nous, mais opportunité de gagner, nous arrivons planter plein les organes. C'est pour ça que nous sommes avec 2 députés là. Tout côté basé, c'est pour nous suivre comme toujours les parlementaires avec moi. Pour qui ça? C'est parce qu'il y a des lois que nous avons besoin, qui pour créer incitation dans le développement. Pour le faire, il faut que le Parlement prenne conscience pour le comprendre. Et bien pour le comprendre, il faut le marcher pour le venir à Jules. L'homme là, moi pas là pour me faire promesse parce que aujourd'hui je suis président. Moi là pour m'agir. Action que nous allons poser, m'a dit agronome non. Saison qui commence en juin, je vais camper derrière.
Parce que Jerry t'a parlé de 800 hectares. Pour nos saisons, ça, pour nous commencer au moins 1500 hectares. Nous camper derrière. Mais à faire de l'eau, nous avons parlé avec Jerry pour nous voir comment nous allons travailler sur Rivière Blanche avec Rivière Grise pour nous mettre barrage sur 2 rivières. Le directeur du commerce extérieur au ministère du Commerce et de l'Industrie, Marc-Franck Larose, a révélé mercredi que le déficit commercial d'Haïti était de 2,6 milliards de dollars en 2016. Il s'agit d'une légère baisse par rapport à 2015 lorsque le déficit était de 2,7 milliards de dollars. Lors d'une audition du ministre du Commerce, Pierre-Marie Dumeny, au Sénat, les dossiers de la création massive d'emplois et la relance de l'économie ont été abordés. Les statistiques officielles font état d'une stagnation dans les exportations. Celles-ci se sont élevées à 1,7 milliard de dollars en 2015 et 1,6 milliard en 2016, précise M. Larose. La valeur ajoutée des industries d'assemblage dans le secteur du textile représente 80% des exportations totales haïtiennes au cours de cette période. Au cours de la même période, les importations ont atteint 4,5 milliards en 2015 et 4,2 milliards en 2016. Les produits alimentaires constituent la principale catégorie d'importation en Haïti. Ils représentent 26,5% des importations en 2015. La faiblesse de l'agriculture haïtienne et son incapacité à répondre à la demande des consommateurs, notamment de produits avicoles, constituent une préoccupation pour les autorités. Les statistiques témoignent toutefois d'une baisse des importations des produits alimentaires qui représentent 22% des importations en 2016. Les produits pétroliers constituent la deuxième catégorie d'importation avec 18%. Les articles manufacturés représentent 16% des importations. Les autorités monétaires haïtiennes pressent les acteurs économiques et les pouvoirs publics à adopter des dispositions urgentes pour relancer l'économie, faisant valoir que le déficit commercial influe directement sur le taux de change de la gourde par rapport au dollar. Rappelons que le taux de change avait franchi la barre symbolique des 70 gourdes en février 2017. Un arrêté présidentiel visant à imposer une gestion rationnelle du train de vie de l'État est paru le 3 avril dernier. Ce texte, qui comprend une quarantaine d'articles, impose des restrictions fermes dans l'achat et l'usage du parc de véhicules de l'État, limite les per diem et réduit l'allocation en carburant des véhicules des cadres de l'administration publique notamment. En réaction, des sénateurs et des députés ont salué cette initiative prise par la présidence, mais toutefois regrettent que cette mesure ait été prise de manière unilatérale. Selon eux, les autres pouvoirs de l'État devraient être consultés dans le cadre de ce dossier. La situation de l'hôpital Sanatorium de Port-au-Prince, qui accueille des patients atteints de tuberculose, n'est guère différente de celle des autres centres hospitaliers. Celui-ci, comme les autres, fait face à de nombreux problèmes. Il ne dispose pas d'espace suffisant pour recevoir les malades, explique le directeur médical, Dr Jean Ardouin-Esther, Louis Charles. Éloge Millefort et Gaston Delpech ont effectué une visite ce jeudi à l'hôpital Sanatorium. Suivez le reportage. Situé dans les hauteurs de Carrefour-Feuille, le Sanatorium est le plus grand centre hospitalier haïtien dédié au traitement des pathologies des voies respiratoires. Fondé en 1942, il n'a accueilli pendant longtemps que des patients atteints de la tuberculose. Mais cette vocation a quelque peu changé ces dernières années. Au-delà de sa spécialité originelle, l'hôpital s'ouvre actuellement à d'autres pathologies. Dr Jean Ardouin-Esther Louis Charles est directeur médical à l'hôpital Sanatorium. Ils sont l'hôpital de spécialisation tout pour le monde qui est spécialisé dans le poumon. Et nous avons un service tout de médecine interne avec Dr Doucet, nous avons un service de médecine interne, nous avons un service de pédiatrie. Et nous avons l'autre bagaille qui accompagne toute pneumologie, spirométrie, bronchoscopie, ça veut dire si on a un bagage dans la bronche pour y regarder, on va dans le poumon pour y regarder. Si on a un corps étranger dans la bronche qui entre, on a inhalé, nos médecins sont allés pour le retirer. Par exemple, on a avec une canette, l'autre bagage,
Et donc, nous allons aller pour nous retirer ça dans la poche du monde. Nous faisons une petite chirurgie tout. Ça, c'est pour le monde qui a besoin de mettre un drain brûlé, c'est le bagage pour mon nez. Cependant, à ce jour, le sanatorium est très en dessous de sa capacité. Cet hôpital est confronté à des difficultés de tout ordre. En effet, sa section de chirurgie thoracique n'est plus fonctionnelle en raison de l'absence d'équipement. Le centre ne peut effectuer que de la petite chirurgie, se désole son directeur médical. Donc, gros ONG était avant, il était opéré ici, il était enlevé poumon. Il était enlevé poumon, et ça nous relève dans la médecine une pneumonectomie. Il était même opéré sous cœur. Ici, il était une animalerie, il était fait expérience sur médecin, sur bagage que bête, etc. pour moi. Tout bagage ça sanatorium, c'était une plus grosse centre dans Caraïbes. La capacité d'accueil de l'hôpital sanatorium est également une source de préoccupation. À Port-au-Prince notamment, l'hôpital travaille de concert avec les autres centres de santé évoluant dans le même domaine. En effet, à présent, une cinquantaine de personnes en moyenne visitent quotidiennement l'hôpital, alors que le centre a perdu une bonne partie de ses locaux lors du séisme. L'agrandissement du bâtiment est donc une nécessité, se plaint Dr Louis Charles. Nous pensons qu'il y a une augmentation parce que nous avons pile de monde là toujours pour refuser qui n'a pas besoin de carbone par exemple pour hospitaliser. Pour consultation, pas de problème. Mais pour hospitalisation, nous avons besoin de l'hôpital là plus grand toujours parce que il y a des gens qui viennent pour hospitalisation pas hospitaliser. Chaque année, la tuberculose touche plusieurs millions de personnes dans le monde. Haïti a les taux d'incidence et de prévalence les plus élevés dans la région Amérique latine et Caraïbes. Ouverture ce jeudi d'un atelier de consultation sur l'adoption des protocoles à suivre par les acteurs sur les scènes d'un crime, à savoir les policiers, les juges de paix ainsi que les commissaires du gouvernement. Une activité organisée par le ministère de la Justice, l'UNPOL, la MINUSTA, l'unité d'appui à la DCPJ et l'Institut médico-légal qui vise à apprendre leur rôle à chaque spécialiste présent sur les lieux d'un crime afin de permettre la poursuite de l'enquête. Suivez les explications du docteur Jean Armel de Morcy, directeur de l'Institut médico-légal. C'est que la loi fait obligation, et ceci code nous, il y a longtemps, de 1835-1836, il fait obligation, leur un juge de paix a déplacé sur les lieux, l'homme mourir, que ce soit en cas de mort violente ou bien suspect, et mais le juge de paix va doit déplacer pour contre lui. Il faut le déplacer avec la police naturellement, mais il faut le déplacer tout avec un docteur. Et c'est le docteur, ça c'est lui qui a dit, est-ce que mon homme mourit? Deux, depuis qu'il est mort, et troisièmement, chercher tout indice, en général, qui était sur les lieux, qui peut le permettre de dire, cause avec circonstances décès. Mais il arrive que depuis le code de la 1836, jusqu'à date, juge de paix déplacé pour continuer sur les lieux. Ce qui fait que souvent, on entendait il y a des gens qui sont morts tout vivant parce que le juge de paix n'a pas d'information pour le connaître si le monde mourit ou pas. Et deuxièmement, il ne peut pas dire depuis qu'il est mort. Et troisièmement, ou toujours entendez l'enquête se poursuit. Ce n'est pas pour rien parce que c'est la médecine pour qui baille une série d'informations lorsqu'on mourit. Or, si pas un médecin qui est sur les lieux pour chercher un indice, il n'y a pas d'informations. Donc la justice n'a pas prendre une décision, la justice n'a pas fonctionner. Mais journée aujourd'hui, c'est une journée qui est extrêmement importante pour la justice, dans le sens que maintenant tout acteur décide de mettre tête ensemble, on dit tout acteur, que ce soit le ministère de la Justice, pas trop de questions ça, la police, parquet, Institut médico-légal là, mais ils mettent tête ensemble pour établir des protocoles pour qu'on ait, depuis qu'un cas de mort violente, un cas de mort suspect, il faut tout acteur ça le déplacer. Le protocole ça permet de connaître comment pour le déplacer. Qui ça chaque acteur ça a pour faire de telle manière que pour gagner toute information nécessaire pour que yo permettre la justice faire travailler correctement et puis pour nous suspendre l'enquête se poursuit. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.